Juin 1940. L'armée allemande conquiert la France en seulement 5 semaines, laissant les analystes perplexes pendant des décennies quant aux causes de cet effondrement si rapide. À Paris, des drapeaux nazis ornent la tour Eiffel et à Londres, Winston Churchill, dans des salles de crise souterraines, médite sur une décision qui allait être la plus solitaire qu'un dirigeant britannique ait jamais eu à prendre. Le message qu'il lit exige une réponse. Le maréchal Philippe Pétain, alors Premier ministre de France à 84 ans, héros de Verdun, demande un armistice à l'Allemagne. La France, jadis principal allié de la Grande-Bretagne, capitule. Churchill doit décider s'il faut les laisser partir ou les contraindre à se battre jusqu'au bout. Ses prochains mots décideront si la Grande-Bretagne combattra seule ou si la guerre contre Hitler prendra fin cet été-là par une trêve négociée. Sans la France, la Grande-Bretagne se retrouvait sans armée continentale, sans stratégie victorieuse et sans espoir de survie. Le désastre imminent s'intensifiait depuis des semaines, mais le point critique fut atteint le 16 juin. Pour comprendre les paroles de Churchill, il faut saisir ce qu'il cherchait à empêcher. 5 semaines auparavant, le 10 mai, jour où Churchill prenait ses fonctions de Premier ministre, l'Allemagne lançait son offensive à travers les Ardennes. Le haut commandement français avait jugé les Ardennes impraticables pour les chars d'assaut. Il se trompait. En 4 jours, les chars allemands perçaient les lignes ennemies à Sedan, lieu de l'humiliation française de 1870. 10 jours plus tard, ils atteignirent la Manche, coupant en deux les armées alliées. Churchill se rendit à Paris le 16 mai pour sa première rencontre avec le gouvernement français en tant que Premier ministre. Debout près d'une fenêtre du quai d'Orsay, le Premier ministre Paul Reynaud aperçut la fumée s'élevant des feux de joie dans la cour en contrebas, signe de la destruction des archives du ministère français des Affaires étrangères, 6 jours après le début de l'offensive allemande. « Nous sommes vaincus », lui dit Reynaud. « Nous avons perdu la bataille ». Le 6e jour de sa prise de fonction, Churchill s'enquit de l'emplacement de la réserve stratégique, un groupe de divisions réservé aux contre-attaques lors de batailles en majeures. Le général Maurice Gamella, commandant en chef des forces françaises, répondit succinctement « Il n'y en a pas ». Cette révélation laissa Churchill sans voix, comme il le relata plus tard. Les Français avaient épuisé toutes leurs ressources lors de la défense initiale, et une fois les lignes percées, il ne leur restait plus rien, ni réserve, ni plan de secours, ni profondeur stratégique. La plus grande armée d'Europe, taillée pour les conflits passés, s'effondrait face à un adversaire qui avait tiré de nouveaux enseignements du champ de bataille. Churchill refusa de concéder la défaite à ce moment-là. Au contraire, il passa un mois entier à faire la navette entre l'Angleterre et le quartier général français, participant à des réunions de crise et tentant de rallier les Français à leur cause, alors que leur situation militaire en Europe se dégradait irrémédiablement. Le corps expéditionnaire britannique, encerclé dans le nord de la France, fut évacué de Dunkerque du 26 mai au 4 juin. Au total, 338 000 hommes rentrèrent sains et saufs en Angleterre, dont 123 000 soldats français. Ce fut un miracle de spontanéité, des civils bravant les tirs allemands à travers la Manche, mais cela signifiait aussi un abandon. La Grande-Bretagne avait évacué ses troupes du continent et les Français s'en rendirent compte début juin. À ce moment-là, le gouvernement français était divisé en 2 factions. Reynaud et quelques autres préconisaient de la poursuite des combats, potentiellement en Afrique du Nord, où la France conservait encore d'importantes forces militaires et des territoires. Le maréchal Pétain et le général Maxime Weygand, qui succédait à Gamella comme commandant en chef, jugeaient la poursuite des combats à la fois inutile et d'une négligence insensée. La situation en France se dégradait de jour en jour, chaque bataille prolongée engendrant davantage de villes détruites, de civils tués et de paysages dévastés. Pétain, figure respectée au sein du gouvernement grâce à ses actes héroïques lors de la bataille de Verdun en 1916, était parvenu à préserver la France de l'anéantissement par les Allemands. À 84 ans, il était considéré comme une figure paternelle vénérée par de nombreux rescapés français des tranchées. Lorsqu'il exprimait son opinion, on l'écoutait. Le message de Pétain, d'abord discret, puis de plus en plus affirmé, était clair. La paix devait être conclue avant que la France ne soit totalement anéantie. Churchill en était conscient, comprenant les divisions au sein du gouvernement français et la position affaiblie de Reynaud. Le 11 juin, il se rendit à Briare, au sud de Paris, pour une réunion du Conseil suprême de guerre. La conversation était grave. Weygand présenta la situation militaire avec une franchise brutale. Initialement, la France avait déployé 94 divisions, mais il n'en restait plus que 65 face à 141 divisions allemandes dont la supériorité était avérée. La bataille de France était terminée. Seul restait à déterminer sa durée. Churchill s'efforça de les remotiver. Il évoqua la détermination de la Grande-Bretagne à poursuivre le combat, l'aide américaine potentielle qui pourrait arriver ultérieurement et la perspective de renverser le cours des événements. Cependant, il s'adressait à des soldats qui y avaient vu leur armée se désintégrer, les routes encombrées de réfugiés fuyant vers le sud et qui savaient
que Paris était tombé 3 jours auparavant. Les généraux français l'écoutèrent poliment. Ils reprirent ensuite la discussion sur un armistice. Churchill fit une ultime tentative. Le 16 juin, alors que le gouvernement de Reynaud était au bord du gouffre, le cabinet britannique accepta une proposition remarquable. Une fusion totale de la France et de la Grande-Bretagne, non pas un accord ou une collaboration, mais une consolidation. Une seule nation, une seule administration, une citoyenneté partagée, des forces armées communes. Tout citoyen français serait citoyen britannique. Réciproquement, tout citoyen britannique serait citoyen français. Les deux pays cesseraient d'exister en tant qu'entités distinctes. C'était une mesure radicale, extraordinaire et probablement irréalisable. Mais c'était le dernier recours de Churchill. Si la France et la Grande-Bretagne ne formaient donc qu'une seule nation, la France ne pourrait capituler seule. La guerre se poursuivrait depuis la Grande-Bretagne et l'Afrique du Nord française comme un effort unifié. La proposition fut envoyée à Bordeaux, où le gouvernement français s'était réfugié. Reynaud la présenta à son cabinet le soir même. La réaction fut immédiate et défavorable. Plusieurs ministres ricanèrent. L'un d'eux la qualifia de « fusion avec un cadavre », un autre suggéra qu'il s'agissait d'une manœuvre britannique pour s'emparer de l'Empire français. Pétain, qui était resté largement silencieux pendant les discussions du cabinet, prit la parole. La proposition, déclara-t-il, était inacceptable. La France se trouva confrontée à la vérité. Le cabinet se réunit et Reynaud fut battu. Il démissionna le soir même. Le président Albert Lebrun chargea Pétain de former un nouveau gouvernement. Pétain accepta. En tant que nouveau Premier ministre, ses premières actions furent de proposer l'Espagne comme médiateur pour une proposition d'armistice à l'Allemagne, d'ordonner à la marine française de ne pas se rendre dans les ports britanniques comme Churchill l'avait demandé, et de préparer une allocution radiophonique à destination de la population française. À 12h30, le 17 juin, Pétain s'adressa à la France. Sa voix, bien qu'âgée et fluette, était résolue. « Français », commença-t-il. À la demande du président, j'assume dès aujourd'hui le gouvernement de la France. Confiant dans l'amour de notre remarquable armée qui combat vaillamment un adversaire aux forces et à l'armement supérieur, certain que sa vaillante résistance a honoré son devoir envers nos alliés, confiant dans le soutien des vétérans que j'ai eu le privilège de commander. Confiant dans la confiance de tout le peuple, j'offre ma propre personne à la France pour apaiser sa douleur. Cependant, c'est avec une profonde tristesse que je vous annonce aujourd'hui, il nous faut cesser le combat, ne pas céder, cesser le conflit. En substance, Pétain demandait un armistice marquant la fin de la guerre en France. Cette nouvelle parvint à Churchill à Londres lors d'une réunion du cabinet. Sans consulter préalablement le gouvernement britannique, Pétain annonça le retrait de la France de la guerre et la Grande-Bretagne apprit la nouvelle par la radio. La question urgente était le sort de la marine française, quatrième puissance navale mondiale. Si le contrôle de ces navires tombait aux mains des Allemands, l'équilibre des forces navales serait profondément bouleversé. Ensemble, l'Allemagne et l'Italie surpasseraient aussi la Royal Navy en puissance. Cela pourrait compromettre la suprématie britannique en Méditerranée et dans l'Atlantique, et potentiellement mener à un blocus qui contraindrait l'île à capituler. Churchill avait exhorté les Français à transférer leur flotte dans des ports britanniques, ou du moins dans des colonies hors de portée allemande. Cependant, le gouvernement de Pétain rejetait cette demande. Les amiraux français affirmaient que la flotte ne se rendrait jamais à l'Allemagne. Elle serait coulée avant. Ne voulant pas prendre un tel risque, Churchill prit des mesures. En quelques semaines, les troupes britanniques lancèrent un assaut contre les escadres navales françaises à Mers el-Kébir, en Algérie, causant la mort de plus de 1000 marins français afin d'empêcher que les navires ne tombent aux mains des forces de l'Axe. Ce fut l'une des décisions les plus douloureuses de la guerre et elle commença avec l'appel à l'armistice de Pétain. Cependant, la réaction immédiate de Churchill, dans les heures qui suivirent l'annonce de Pétain, ne portait ni sur la tactique navale ni sur l'analyse militaire. Il s'agissait d'une question plus essentielle. La Grande-Bretagne allait-elle poursuivre le combat seule ou négocier aux côtés de la France? Alors que des voix s'élevaient au sein même du cabinet de Churchill en faveur d'une paix négociée, Lord Halifax, le ministre des Affaires étrangères, plaidait depuis des semaines pour que la Grande-Bretagne examine les conditions possibles. En l'absence de la France, l'argument d'Halifax devint plus convaincant. Pourquoi continuer? Comment la Grande-Bretagne pouvait-elle espérer gagner? L'armée avait été évacuée de Dunkerque avec un minimum de matériel lourd et l'aviation était en infériorité numérique. Il n'y avait aucun moyen de riposter contre l'Allemagne. La solution la plus judicieuse consistait à déterminer les conditions de paix qu'Hitler pourrait proposer tant que la Grande-Bretagne conservait un certain pouvoir de négociation. Pendant des semaines, Churchill s'était battu contre cet argument. À présent, la France capitulant officiellement, il se devait de clarifier sa position sans équivoque, non seulement pour son cabinet, mais aussi pour le Parlement, le peuple britannique et le monde entier. Il s'adressa au Parlement le 18 juin après l'annonce de Pétain.
La Chambre des communes était comble, les députés se tenaient debout dans les allées, étaient assis sur les marches et se pressaient dans le moindre espace disponible. Ils reconnaissaient qu'il s'agissait d'un moment charnière de l'histoire britannique. Churchill commença par reconnaître l'ampleur du désastre. La bataille de France était terminée, déclara-t-il. La Grande-Bretagne avait perdu son principal allié. Le gouvernement français était contraint de demander un armistice. Il ne critiqua pas directement Pétain. Il exprima sa compassion face au tourment de cette décision, au fardeau de voir son pays anéanti. Il précisa toutefois que la Grande-Bretagne ne suivrait pas la même voie. La bataille de France, comme l'a dit le général Weygand, est terminée, déclara Churchill. Je prévois que la bataille d'Angleterre est imminente. L'issue de ce conflit déterminera la survie de la civilisation chrétienne, notre existence britannique et la pérennité de nos institutions et de notre empire. Toute la force et la puissance de l'ennemi seront bientôt dirigées contre nous. Hitler comprend qu'il doit soit nous briser sur cette île, soit perdre la guerre. Son discours devint plus passionné. Si nous tenons bon, toute l'Europe pourra accéder à la liberté et l'humanité pourra progresser vers des terres ouvertes et lumineuses. Mais si nous faiblissons, alors le monde, y compris l'Amérique, tout ce que nous chérissons, sombrera dans une ère nouvelle et sombre, peut-être plus obscure et plus longue encore, en raison du mauvais usage de la lumière d'une science pervertie. Et vinrent ensuite ces phrases les plus célèbres, des mots qui symbolisaient la décision de la Grande-Bretagne. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous combattrons sur les plages, nous combattrons dans les champs et dans les rues, nous combattrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Fortifions-nous donc de nos engagements et conduisons-nous de telle sorte que, si l'Empire britannique et son Commonwealth perdurent pendant 1000 ans, ils se souviennent encore, ce fut leur moment de gloire. Churchill ne s'entretint pas avec Pétain au sujet de la trêve. Il ne s'adressa jamais directement au maréchal à ce sujet. Pétain prit le contrôle du gouvernement français pour interrompre les discussions, faire taire le débat sur la poursuite de la résistance et parvenir à la paix. La déclaration de Churchill n'était pas un dialogue diplomatique, mais une proclamation à son peuple et à l'histoire. Elle visait néanmoins ce que Pétain incarnait, l'idée que la poursuite du combat était vaine, la conviction que la survie nécessitait des compromis avec Hitler, la croyance qu'il fallait accepter la défaite lorsque la situation militaire devenait défavorable. Churchill rejeta toutes ces notions, non pas parce qu'il avait la victoire assurée, il n'en avait pas, non pas parce que la situation militaire était autre chose que précaire, elle l'était bel et bien. Convaincu que certaines causes justifièrent la résistance, même lorsque les circonstances semblaient désespérées et que capituler face à l'Allemagne nazie était plus préjudiciable qu'une défaite militaire, les événements qui suivirent se déroulèrent. Dans les jours et les semaines qui suivirent, la Grande-Bretagne renforça sa défense aérienne, se prépara à une invasion et prit des mesures radicales pour neutraliser la flotte française. Cependant, la réponse décisive, la réplique à l'appel à l'armistice de Pétain fut prononcée en ces termes parlementaires. La Grande-Bretagne persévérerait dans le combat, même seule si nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudrait, quel qu'en soit le prix. La différence entre la France et Churchill était on ne peut plus flagrante. Pétain pensait préserver la France en cessant les combats. Il gouverna la France de Vichy pendant les 4 années suivantes, collaborant avec l'occupant allemand, persuadé d'atténuer les souffrances françaises. Churchill, quant à lui, soutenait que la Grande-Bretagne ne pouvait être sauvée qu'en poursuivant la lutte, sans tenir compte du contexte militaire immédiat. L'histoire portera des jugements différents sur leurs positions respectives. En juin 1940, Pétain, salué comme le héros de Verdun, trouva la mort en prison, reconnu coupable de trahison. Churchill, quant à lui, s'imposa comme un symbole de résistance, l'homme qui refusa obstinément de capituler alors que cela paraissait rationnel. Cependant, l'issue du conflit était alors loin d'être certaine. Le discours de Churchill fut résolu, inspirant et inoubliable. D'un point de vue militaire, il semblait aussi frôler l'illusion. La Grande-Bretagne ne disposait pas d'une armée capable d'envahir le continent. L'Union soviétique était toujours alliée à l'Allemagne. L'Amérique restait neutre et ne montrait aucun signe d'intervention. L'Empire britannique était vaste, mais insuffisamment protégé. La Royal Air Force était surclassée par la Luftwaffe. Tout semblait donner raison à Pétain. Continuer paraissait vain. La guerre était perdue. Faire la paix tant qu'elle était encore possible était le choix judicieux. Churchill, lui, misa tout sur une décision diamétralement opposée. Churchill misait sur la résilience de la Grande-Bretagne pour tenir bon jusqu'à une amélioration de la situation. Persuadé que Hitler commettrait une erreur, que l'Amérique finirait par entrer en guerre, que l'alliance germano-soviétique ne durerait pas, que la Manche et la détermination britannique dissuaderaient toute invasion, et que combattre plutôt que capituler était préférable même sans perspective de victoire claire. C'était un risque colossal.
Si la Grande-Bretagne avait succombé à l'invasion durant l'été 1940, Churchill aurait été perçu comme celui qui avait refusé une paix envisageable et mené sa nation à sa perte. Pétain, en revanche, aurait été salué comme l'homme d'État avisé qui avait épargné la France d'une annihilation totale. Pourtant, le destin en fut autrement. La HRAF remporta la bataille d'Angleterre. Hitler se tourna vers l'invasion de l'Union soviétique. Le Japon attaqua Pearl Harbor, entraînant l'Amérique dans la guerre. Le cours du conflit bascula progressivement au prix de lourds sacrifices et la résistance de Churchill en juin 1940 marqua un tournant décisif. La guerre aurait pu être perdue, mais ne le fut pas. La relation entre Churchill et Pétain a contribué à la complexité de la tragédie. Ils se connaissaient depuis de nombreuses années, Churchill ayant rencontré Pétain pendant la Première Guerre mondiale. Il admirait les exploits militaires de Pétain et reconnaissait la profondeur de son expérience, l'impact profond de ce qu'il avait vécu à Verdun. Pétain était déterminé à empêcher que la France ne soit à nouveau exsangue, mais Churchill estimait que Pétain avait mal interprété les leçons de cet événement. Malgré l'horreur des tranchées et l'immense nombre de victimes, la France sortit victorieuse de la Première Guerre mondiale grâce à sa persévérance, son endurance et son refus de capituler, même lorsque tout espoir semblait perdu. Pétain était hanté par le prix à payer. Churchill, lui, se souvenait de la victoire. Dans une lettre à Reynaud, avant la défaite finale, Churchill avait suggéré de poursuivre le combat depuis l'Afrique du Nord. La France de 1914-1918, forte de sa résilience et de son esprit combatif démontré lors des moments les plus difficiles de la Seconde Guerre mondiale, devait faire preuve d'une ténacité similaire pour que l'Empire britannique s'engage pleinement à ses côtés dans le conflit. Il invoqua cette France de 1914-1918, la défenseur de Verdun, la protectrice de Paris lorsque la défaite semblait inévitable. Cependant, il ne s'agissait pas de la France de 1940. La Troisième République avait succombé aux dissensions internes, aux difficultés financières et au traumatisme psychologique de la guerre précédente. La stratégie militaire française visait à limiter les pertes par des tactiques défensives, infligeant à l'ennemi le prix de chaque pouce de terrain conquis. Mais les Allemands contournèrent ces défenses et optèrent pour une guerre de mouvement, entraînant l'effondrement du plan de bataille français. Pétain, constatant les ruines, estima que la France ne pouvait plus supporter les combats. Churchill, quant à lui, comprit que la Grande-Bretagne ne pouvait plus rester immobile. Leurs divergences provenaient de leurs opinions sur Hitler. Pétain entrevoyait une possibilité de négociation avec l'Allemagne, anticipant des conditions de paix clémentes après un armistice, et croyant que la France occupée pourrait conserver un certain honneur et une certaine autonomie. Son hypothèse s'avéra fausse, le régime de Vichy se transforma en un État fantoche, collaborant à l'Holocauste et traquant les résistants servant les intérêts allemands, tout en se faisant passer pour la souveraineté française. Churchill, en revanche, ne voyait aucun espoir de négociation avec Hitler. Toute paix, pensait-il, serait éphémère, insuffisante pour étancher la soif de conquête de l'Allemagne nazie par la capitulation de la France. Il avait raison. Hitler n'avait aucune intention de tolérer l'indépendance de la Grande-Bretagne. Les conditions de paix proposées auraient exigé le désarmement, la reddition de la flotte et la transformation de la Grande-Bretagne en satellite allemand. Le dilemme n'était pas entre la guerre et la paix, mais entre combattre maintenant ou combattre plus tard dans des conditions plus dures. Ainsi, lorsque Pétain demanda un armistice, la réponse de Churchill ne visait pas principalement Pétain. Le discours s'adressait au public britannique qui se préparait aux épreuves à venir. Bombardements, rationnements, pertes humaines, un conflit prolongé à l'issue incertaine. Son message était clair. Nous combattons non pas en raison d'une stratégie de victoire, ni de circonstances militaires favorables, ni même de la certitude du succès. Nous combattons parce que le contraire est intolérable. Nous combattons parce que capituler face à Hitler signifierait la fin de tout ce qui nous est cher. Nous combattons parce qu'il existe des causes pour lesquelles il vaut la peine de mourir, même lorsque le chemin de la victoire est incertain. Ce message fut rejeté par Pétain. Le maréchal, qui avait vu de nombreuses victimes dans les tranchées, qui avait commandé des armées décimées à Verdun, ne pouvait se résoudre à engager la France dans une nouvelle guerre d'usure si l'issue semblait inévitable. Churchill, lui aussi, qui avait vu les tranchées, qui avait perdu des amis et des pères, qui connaissait le prix de la guerre aussi intensément que quiconque, parvint à une conclusion opposée. Le prix de la capitulation était supérieur à celui de la bataille. Les deux hommes avaient de raison sur les faits. La France était vaincue, la situation militaire était désespérée. Poursuivre les combats impliquait davantage de dévastation, des pertes encore plus importantes et une agonie prolongée. C'étaient des vérités indiscutables. Leur désaccord résidait dans leur interprétation de ces faits. Pétain préconisait le compromis, tandis que Churchill prônait la résistance. Le peuple britannique, après avoir entendu le discours de Churchill le 18 juin, prit sa décision. Il se rangerait du côté de Churchill.
Il continuerait le combat, il affronterait les bombardements, le rationnement, les pertes humaines, les années d'incertitude. Il attendrait des jours meilleurs, quel qu'en soit le temps. La réaction de la Grande-Bretagne à la capitulation de la France ne fut pas un dialogue entre les dirigeants, mais une profonde divergence dans leur conception du courage, du devoir et du potentiel de résistance. Pétain recherchait un armistice car il pensait que c'était le seul moyen de préserver la France. Churchill refusa de se soumettre car il y voyait l'unique voie vers la chute de la Grande-Bretagne. Les deux dirigeants aspiraient à protéger leur nation. Tous deux agissaient par devoir et par responsabilité. L'histoire commémore Churchill comme un héros et Pétain comme un collaborateur. Pourtant, en juin 1940, l'issue était loin d'être certaine. Churchill misait tout sur la capacité de la Grande-Bretagne à se préserver. Pétain, lui, risquait tout sur la promesse de l'Allemagne de conditions de paix raisonnables. Churchill gagna son pari, Pétain perdit, et la différence entre eux, ce qui rendit la résistance de Churchill triomphante et la capitulation de Pétain regrettable, résidait dans leur conception de l'adversaire et de la défaite. Lorsque Pétain déclara l'armistice, il visait à mettre fin au conflit pour épargner à la France la dévastation. À l'inverse, lorsque Churchill prononça son discours le plus glorieux, il cherchait à engager une bataille qui préserverait la Grande-Bretagne de l'asservissement. Tous deux privilégiaient la préservation. Une seule déclaration s'est avérée exacte. La citation tant attendue de Churchill en réponse à la demande d'armistice de Pétain n'a été découverte ni dans la correspondance diplomatique, ni lors de discussions privées. Elle figurait en revanche dans son discours au Parlement reflétant sa détermination à persévérer, son refus de considérer la défaite comme inévitable. En substance, il déclara « Vous pouvez céder, nous ne céderons pas. Vous pouvez considérer la guerre comme perdue. Nous non. Vous pouvez penser qu'un compromis est judicieux. Nous croyons que la résistance est notre devoir. » Pendant un an, la Grande-Bretagne resta inébranlable face à l'offensive implacable d'Hitler, gardant espoir en un jour où l'improbable deviendrait réalité et où la victoire serait enfin possible. Telle fut la réponse de Churchill. Non pas une missive à Pétain, mais une déclaration à l'histoire. Certaines batailles méritent d'être menées même lorsque la victoire semble hors de portée. Certaines valeurs méritent d'être défendues, même face à une apparente futilité. Certains adversaires doivent être affrontés, quelles que soient les chances de succès. C'est cette réponse qui a épargné la Grande-Bretagne, condamné la France de Vichy et fait la distinction entre capitulation et résistance face à une force écrasante.